Chers étudiants, bonjour dans notre troisième cours de comptabilité pour les managers. Donc aujourd'hui, nous resterons dans le deuxième chapitre, comportement et analyse des coûts. Dans le cours précédent, nous avons parlé sur les coûts indirects et leur répartition sur les différents centres de coûts, et puis sur l'analyse, bien sûr, sur la distribution de ces coûts sur le produit, ainsi que le concept de la pensée lean et la qualité. Aujourd'hui, on parlera sur la notion de comportement du coût. Donc, le comportement du coût se réfère à la manière dont les coûts totaux d'une entreprise réagissent au changement dans son niveau d'activité. Donc, cette compréhension est cruciale pour la planification, le contrôle et la prise de décision, car elle permet d'anticiper les variations de coûts en fonction de divers facteurs. Au cours de cette matière et de ce chapitre, nous explorons les concepts fondamentaux tels que les coûts fixes et les coûts variables, ainsi que les coûts semi-variables ou bien les coûts mixtes avec d'autres types de coûts aussi. Alors, durant ce cours, nous aborderons deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est comment le changement de volume affecte-t-il les coûts. Et dans cette section-là, on va aborder tout le comportement du coût. Et la deuxième section, c'est comment les gestionnaires déterminent-ils le comportement du coût. Dans cette section, on va voir comment les gestionnaires, bien sûr, peuvent avoir de différentes méthodes sur le comportement pour la distinction des différents coûts et de comprendre le comportement de ces coûts. Commençons maintenant par la première question et comment le changement de volume affecte-t-il les coûts? Pour prendre une bonne décision et de faire des projections précises, les gestionnaires doivent comprendre le comportement du coût, c'est-à-dire comment les coûts évoluent lorsque le volume change. Nous examinons d'abord trois des comportements du coût les plus courants, dont certains ont été introduits dans le premier cours. On a les coûts variables, les coûts fixes et les coûts mixtes. Maintenant, comment le changement de volume affecte les coûts? Cette question se demande comment le fait de produire plus ou moins d'une chose, c'est-à-dire le volume, peut influencer combien cela coûte à une entreprise. Et pour prendre de bonnes décisions et faire des projections précises, les gestionnaires doivent comprendre le comportement du coût, c'est-à-dire que les dirigeants ou gestionnaires d'une entreprise doivent savoir comment les coûts changent en fonction de la qualité, ou plutôt en fonction de la quantité produite pour planifier correctement et prendre des décisions éclairées. Donc, ici, on a les coûts variables. Ce sont des coûts qui changent directement en fonction du volume de production. Par exemple, les coûts des matières premières pour produire un produit est souvent un coût variable. Plus donc vous produisez, plus vous dépensez en matières premières. On a les coûts fixes. Ce sont des coûts qui ne changent pas quelle que soit la quantité produite. Par exemple, le loyer d'un bâtiment d'usine reste le même, c'est-à-dire que les usines produisent beaucoup ou peu. Et on a aussi les coûts mixtes. Ces coûts ont à la fois des éléments fixes et des éléments variables. Par exemple, l'électricité d'une usine peut avoir un coût de base fixe, mais augmenter à mesure que la production augmente. On commence maintenant
à expliquer plus en détail les coûts variables. Comme je viens de dire, ces coûts varient directement en fonction du volume de production. Si vous produisez plus, vos coûts variables augmenteront. Si vous produisez moins, ils diminueront. L'exemple le plus courant de coût variable est le coût des matières premières. Si vous fabriquez des t-shirts par exemple, le tissu nécessaire pour chaque t-shirt est un coût variable. Par exemple, si vous produisez 100 t-shirts, vous aurez besoin de plus de tissu que si vous produisez 50. Cette figure illustre la relation entre les variations du volume de production ou d'activité et les coûts variables totaux. Elle montre que les coûts variables totaux changent en proportion directe avec les changements de volume. Si le volume augmente, les coûts augmentent. Et si le volume diminue, les coûts diminuent. C'est la caractéristique, bien sûr, fondamentale du coût variable. Et cette caractéristique du coût variable est très utile pour la planification et la prise de décision. Si une entreprise sait combien coûte la production d'une unité supplémentaire, elle peut facilement estimer ses coûts totaux à différents niveaux de production. Donc, je répète encore, la caractéristique du coût variable, c'est le volume, c'est-à-dire la quantité produite, augmente alors que les coûts aussi vont augmenter. Et si le volume de production diminue, alors que les coûts aussi vont diminuer proportionnellement. Et c'est ça la caractéristique principale du coût variable. Prenons maintenant cet exemple qui va illustrer bien les différents coûts et spécialement les coûts variables. Donc, on a dans un atelier où un unique type d'article est fabriqué, une analyse du coût associé à différents niveaux de production mensuelle pour le premier trimestre de l'année N montre les résultats suivants. Donc, on a les charges des matières premières, on a la main-d'œuvre et les amortissements du matériel, et enfin les autres charges. Et puis, nous avons calculé le coût total de ces charges. Donc, on a le niveau d'activité ou bien le niveau de production. Dans le mois de janvier, on a 4000 unités produites. Et dans le mois de février, c'est 5000 unités produites. Et dans le mois de mars, c'est 6000 unités produites. Et donc, pour chaque unité produite, pour le mois de janvier, février et mars, on a différentes charges pour les matières premières et pour la main-d'œuvre, alors que on voit que l'amortissement du matériel, ça reste toujours le même type ou bien le même montant des charges qui est à 30 000 euros dans ce cas-là, que ce soit dans le mois de janvier, février, mars, c'est-à-dire ça peu importe le volume de production. Et on a aussi les autres charges aussi qui changent avec le changement de la quantité produite durant le mois janvier, février et mars. Donc ces chiffres détaillent les dépenses encourues par atelier pour la production de l'article à différents volumes chaque mois du premier trimestre. Maintenant, la question qu'on pose, c'est comment déterminer les charges unitaires. Je parle, c'est-à-dire que les charges par unité. On doit calculer maintenant les charges ou bien les coûts par unité. Donc, le tableau que vous voyez maintenant, c'est le tableau qui détermine
les coûts unitaires. Donc, on voit ici la matière première et la main-d'œuvre entrent dans la catégorie des charges variables parce que leur montant change avec le changement du volume de production. Donc, on voit que leurs coûts totaux augmentent ou diminuent proportionnellement à la quantité produite. Cependant, leur coût unitaire reste constant à travers les 3 mois. Pour la matière première, c'est-à-dire à un coût unitaire constant à 4 euros, donc pour les 3 mois, et aussi pour la main-d'œuvre directe reste constante à 5 euros. Donc le mois janvier, février et mars, le coût unitaire pour la matière première et la main-d'œuvre reste toujours constant. Ces charges sont qualifiées de variables car elles dépendent directement du volume d'opération à traiter, c'est-à-dire de la quantité produite. Maintenant, pour les amortissements du matériel, ça entre dans les charges fixes ou bien les charges de structure. Le coût total des amortissements est constant. On a vu que le coût total des amortissements est constant à travers les mois janvier, février et mars, indépendamment du niveau d'activité ou de la quantité produite. Cependant, le coût unitaire de l'amortissement diminue à mesure que la quantité produite augmente, passant de 7,5 en janvier à 6 euros en février et enfin à 5 euros en mars. Ces charges sont qualifiées de fixes, c'est-à-dire des charges fixes, car elles sont liées à une structure donnée, comme des équipements ou du matériel. Elles ne varient pas avec le niveau d'activité. Pour maintenant les autres charges, on voit que les autres charges entrent dans les charges semi-variables ou bien les charges mixtes. On va expliquer ça au détail plus tard. Donc ces charges varient, mais pas nécessairement proportionnellement à l'activité. Le coût unitaire diminue de 2 en janvier à 1,7 en février et 1,5 en mars, indiquant qu'une partie de ces charges est fixe, tandis que l'autre partie est variable. Un exemple concret seraient les factures d'électricité et d'eau qui comprennent une partie fixe, comme les redevances, et une partie variable qui dépend bien sûr de la consommation. On va maintenant expliquer et montrer les coûts variables dans ces diagrammes. Donc, selon le premier diagramme, lorsque la production est nulle, la charge variable totale est également nulle. Cependant, à mesure que la production augmente, la charge variable totale augmente de manière linéaire. Ceci est représenté par l'équation y1 est égal à fois x, où, dans ce cas-là, x symbolise la quantité produite et y1 indique la charge variable totale. Si on prend l'exemple où x est égal à 4000 unités, y s'élève à 36 000 euros. Ainsi, la valeur de A est déterminée comme étant 9 euros, c'est-à-dire calculée à partir de 5 plus 4. 5 plus 4, c'est les coûts unitaires variables de matière première et aussi de la main-d'œuvre dans l'exemple précédent. Le second diagramme illustre que
les charges variables unitaires sont stables et constantes. Elles sont représentées par l'équation y2 est égal à. Donc y2 égale a. Et dans ce cas-là, est égal à 9, c'est-à-dire 5 plus 4. 5 pour les matières premières et 4 pour la main-d'œuvre. Donc ça indique que peu importe la quantité produite, la charge variable unitaire reste toujours à 9. Il est important maintenant de noter que bien que cette explication simplifie la relation pour une meilleure compréhension dans la réalité, il peut y avoir des moments où des coûts variables par unité ne sont pas constants. Par exemple, si une entreprise bénéficie de remises en volume pour l'achat de grandes quantités de matières premières, alors le coût variable par unité pourrait diminuer à mesure que la production augmente. Et maintenant, on peut déduire les caractéristiques des coûts variables. On peut dire que les coûts variables totaux varient proportionnellement au changement de volume. Le coût variable par unité reste constant et représente la pente de la courbe du coût variable. Les graphiques du coût variable totaux commencent toujours à l'origine, c'est-à-dire à 0. Si le volume est nul, les coûts variables totaux sont nuls. Et aussi, les coûts variables totaux peuvent être exprimés par équation, c'est-à-dire y est égal v fois x, où y ici c'est le coût variable total, v c'est le coût variable par unité d'activité, ou bien vous pouvez aussi l'appeler a dans notre exemple, et x c'est le volume d'activité. Je répète encore, donc ici le y c'est le coût variable total, c'est la somme totale des coûts variables encourus pour un certain volume d'activité. Il s'agit du coût cumulé associé à la production de X unités d'un produit ou à la réalisation de X unités d'activité. Ou bien, on a vu le coût variable par unité d'activité ou aussi A. Vous pouvez appeler là, comme dans notre exemple. Donc, ceci représente le coût additionnel engendré par la production d'une unité supplémentaire. Ce coût est constant de la nature linéaire de la relation. Donc, par exemple, si la production d'une chaussure coûte 10 € en matière première, ce 10 € serait bien sûr notre A, ou bien notre V. Et pour le X, c'est le volume d'activité, c'est le nombre d'unités produites ou le niveau d'activité. Si nous produisons 100 chaussures, donc, ce serait notre X. Donc 100 chaussures, donc X c'est exactement 100. En utilisant cette équation, il est facile de déterminer le coût variable total pour n'importe quel niveau d'activité. Supposons par exemple que le coût variable pour produire une chaussure soit de 10 € et que nous voulions savoir combien il en coûterait pour produire 100 chaussures. Il suffit seulement de multiplier y est égal ici 10 € par chaussure fois 100 chaussures. Donc 10 fois 100 est égal 1000, c'est-à-dire 1000 €. Ainsi que pour un volume d'activité de 100 chaussures, le coût variable total donc serait de 1000 €. Cette équation simplifie grandement la planification budgétaire et l'analyse coût-volume-bénéfice car elle fournit une relation claire et directe entre le coût, le volume de production et le coût par unité. En abordant maintenant les coûts fixes. Un coût fixe est une dépense incontournable qui ne varie pas dans l'ensemble à court terme
peu importe les fluctuations du niveau d'activité de l'entreprise. Ces exemples incluent le loyer, l'assurance, les salaires des dirigeants, les salaires administratifs, les taxes foncières, les assurances et les contrats de location d'équipement. Ce sont des exemples des coûts fixes. Et nous savons déjà que les coûts fixes ne varient pas globalement en fonction des variations du niveau d'activité. Cependant, comment évoluent les coûts fixes par unité? Selon le graphique fourni, le coût fixe par unité varie de manière inverse par rapport au changement de volume. On a, lorsque le volume augmente, le coût fixe par unité diminue. Et lorsque le volume diminue, le coût fixe par unité d'activité augmente. L'équation du coût pour un coût fixe donc est la suivante. Le coût fixe total est égal au coût fixe sur une période donnée. C'est seulement ça, c'est simplement ça. Et pour calculer le coût fixe par unité, c'est seulement le coût fixe total divisé par le nombre d'unités. Le nombre d'unités, bien sûr, produites. Donc, le coût fixe moyen est le coût fixe total divisé par le nombre d'unités produites. Comme le coût fixe total ne change pas, quelle que soit la quantité produite, le coût moyen est influencé inversement par le volume de production. Prenons un exemple pour illustrer cela. Supposons qu'une entreprise ait un coût fixe total de 1000 € par mois. Ce peut être par exemple un loyer. Donc, si l'entreprise produit 100 unités, maintenant le coût fixe par unité, on a dit que c'est le coût fixe total divisé par le nombre d'unités. Et ça, donc, dans ce cas-là, le coût fixe par unité est égal à 1000 € divisé par 100 est égal 100 € par unité. Maintenant, si l'entreprise produit 1000 unités, 1000 unités, donc on a 1000 unités divisé par, plutôt, oui, 1000 € divisé par 1000 unités est égal 1 € par unité. Donc, comme vous pouvez le voir, lorsque le volume de production a augmenté de 100 à 1000 unités, le coût fixe par unité est passé de 10 € à 1 €, soit une diminution significative. À l'inverse, si le volume de production diminue, disons de 1000 unités à 100 unités, le coût fixe par unité augmenterait de 1 € à 10 €. Pourquoi est-ce important? Cette propriété du coût fixe est cruciale lors de la prise de décision concernant l'établissement des prix, la planification de la production et l'analyse des points morts. Par exemple, si une entreprise souhaite réduire le coût fixe par unité et donc le coût total par unité, elle pourrait envisager d'augmenter sa production. Revenons maintenant à notre exemple précédent. Comme vous voyez ici pour les deux figures, on a les charges fixes totales. Donc, le premier graphique illustre les charges fixes totales par rapport à l'activité, c'est-à-dire par rapport à la production. La ligne horizontale montre que les charges fixes restent constantes à 30 000, quelle que soit la quantité produite. Donc, les coûts fixes sont à 30 000 € restent constantes, quelle que soit la quantité produite. Ceci est confirmé par donc,
en cas de production nulle, le montant de la charge globale fixe est de 30 000 euros. Donc, si on a zéro quantité produite, les coûts fixes restent toujours à 30 000 euros. Donc, l'équation mathématique que vous voyez, donc, pour représenter ceci, Y1 donc, est égal à 30 000 euros. Cette équation signifie que, quelle que soit la valeur de l'activité X, la valeur du coût fixe total reste toujours à 30 000 euros. Pour la deuxième, ou bien le deuxième graphique représente les charges fixes unitaires par rapport à l'activité, bien sûr, c'est-à-dire la production. La courbe montre une décroissance des charges fixes unitaires, pas avec l'augmentation de la production. Cela signifie que plus une entreprise produit, moins le coût fixe par unité est élevé. L'équation donnée pour cette courbe est égale Y2 égale sur A divisé par X, où A est la constante. Dans ce cas-là, CA, c'est les charges fixes, donc 30 000 euros, et X, c'est la quantité produite. Pour les valeurs spécifiques de X, nous avons les valeurs de Y2 comme suit. Donc, si X a 4000 unités produites, Y2 est égal à 7,5. Et si le volume de production à 5000 unités, la valeur Y2, qui est la charge fixe unitaire, est égale à 6 euros. Et cela aussi, si X est égal à 6000, donc Y2 va être 5 euros par unité. Donc, la relation entre Y1 et Y2 est que Y1 est égal à 30 000 euros et Y2 est égal à 30 000 sur X, sur la valeur de X divisé par X. Cela confirme que le coût total reste constant tandis que le coût fixe par unité diminue avec l'augmentation de la production. Il faut garder à l'esprit une règle très fondamentale. Les entreprises apprécient de fonctionner près de la capacité maximale, car cela réduit leur coût fixe par unité. Un coût réduit par unité offre aux entreprises la flexibilité de réduire les prix de vente, ce qui les rend plus compétitifs. Donc, on peut déduire aussi les caractéristiques fondamentales des coûts fixes. Donc, les coûts fixes totaux restent constants sur une large gamme de volumes. Ça, c'est la première caractéristique. Et aussi, les coûts fixes par unité d'activité varient de manière inverse avec le changement de volume. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le coût fixe par unité d'activité augmente lorsque le volume diminue et le coût fixe par unité d'activité diminue lorsque le volume augmente. Et on a les graphiques des coûts fixes totaux sont toujours des lignes plates sans pente qui intersectent l'axe des coordonnées à niveau égal aux coûts fixes totaux. On passe maintenant aux coûts mixtes. Donc, les coûts mixtes, aussi appelés coûts semi-variables ou coûts semi-fixes, comprennent à la fois des éléments de coûts variables et des éléments de coûts fixes. Cela signifie que ces coûts comportant une composante qui varie en fonction du niveau d'activité de l'entreprise, qui est le coût variable, et une composante
qui reste constante indépendamment du volume d'activité qui est le coût fixe. Les gestionnaires peuvent à nouveau utiliser une équation de coût pour exprimer la ligne de coût mixte afin de pouvoir prédire les coûts mixtes totaux à différents volumes. L'équation du coût mixte combine simplement les équations du coût variable et fixe. Donc, les coûts mixtes totaux est égal la composante de coût variable plus la composante de coût fixe. Les coûts mixtes totaux augmentent à mesure que le volume augmente, mais pas de manière proportionnelle au changement du volume. Maintenant, le graphique devant vous représente visuellement le concept d'un coût mixte. On a dans les éléments ou bien dans les axes, l'axe horizontal, axe des abscisses, ça représente le volume, c'est-à-dire le nombre d'unités ou le niveau d'activité. Et dans l'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées, représente le coût total en termes monétaires. Donc, premièrement, les coûts fixes. Elles représentent la portion horizontale rouge en bas du graphique. Et on peut aussi la voir, elle commence à partir de l'axe des ordonnées et s'étire horizontalement, indiquant que ce coût reste constant quel que soit le niveau d'activité. Et on a la composante du coût variable. Elle est représentée par la ligne verte inclinée et commence à la fin de la ligne du coût fixe. Elle monte en diagonale, ce qui montre que le coût augmente avec le niveau d'activité. La pente de cette ligne représente le coût variable par unité. Dans ce graphique, plus le nombre d'unités augmente, plus le coût total augmente, mais de manière proportionnelle à l'activité. Donc, ce graphique illustre comment un coût mixte est constitué d'une partie fixe indépendante du niveau d'activité et d'une partie variable qui varie en fonction du niveau d'activité. Maintenant, pour ces deux représentations graphiques, la première image montre la relation entre le niveau d'activité X et les charges mixtes totales, ou bien les charges semi-variables. La droite montre que la charge augmente de manière linéaire avec le niveau d'activité. Donc l'équation générale de cette droite est égale Y1 égale A fois X plus B, où, dans ce cas-là, A est la pente de la droite, c'est-à-dire le taux auquel la charge totale change pour chaque unité d'augmentation de l'activité, c'est-à-dire ici le prix unitaire variable. B est l'ordonnée à l'origine, ce qui représente la composante fixe des charges lorsque le niveau d'activité est de 0. Recherche maintenant l'équation en utilisant les 3 points donnés dans notre exemple précédent. Donc on a pour x qui est égal à 4000, y est égal à 8000. Et pour x est égal à 5000, donc y est égal à 8500 €. Et pour x à 6000, y est égal à 9000 €. En résolvant ces équations simultanément, on trouve que a est égal à 0,5
et B est égal 6000. Cela signifie que pour chaque unité d'augmentation de l'activité, la charge augmente de 0,5 unités et qu'il y a une charge fixe de 6000 unités indépendamment du niveau d'activité. La deuxième image montre les charges semi-variables ou bien les charges mixtes par unité en fonction du niveau d'activité. La relation entre les charges semi-variables totales et unitaires est donnée par l'équation y2 est égal y1 sur x, qui est égal à plus b divisé par x. En substituant les valeurs trouvées précédemment pour a et b, on obtient l'équation que y2 est égal 0,5 plus 6000 divisé par x. Cette équation montre que les charges semi-variables, charges mixtes par unité diminuent à mesure que le niveau d'activité augmente. On peut dire donc que les charges mixtes ou semi-variables sont composées d'une partie fixe et d'une partie variable. La partie fixe est constante, tandis que la partie variable change proportionnellement au niveau d'activité. La compréhension et l'analyse de ces charges sont essentielles pour la prise de décision financière et la gestion du coût dans une entreprise. Et après maintenant, on peut déduire les caractéristiques principales des coûts mixtes. Donc, les coûts mixtes totaux augmentent avec l'augmentation du volume en raison de la composante des coûts variables. Et le coût mixte par unité diminue à mesure que le volume augmente en raison de la composante des coûts fixes. Donc, les graphiques des coûts mixtes totaux ont une pente ascendante mais ne commencent pas à l'origine. Ils croisent l'axe des ordonnées Y au niveau des coûts fixes. Les coûts mixtes totaux peuvent être exprimés comme une combinaison des équations du coût variable fixe. Donc, les coûts mixtes totaux égale la composante du coût variable plus la composante du coût fixe. Abordons maintenant le concept des charges totales ou bien les coûts totaux. Donc, les charges totales font référence aux dépenses totales engagées pour produire une certaine quantité d'unités. Ces charges comprennent les charges fixes qui restent constantes quel que soit le niveau de production et les charges variables qui varient en fonction du niveau de production. Le tableau que vous voyez devant vous montre les charges pour les 3 mois différents. Février, janvier, février et mars. Bien sûr, à différents niveaux d'activité. C'est 5000 unités pour le mois de janvier, 5000 unités pour le mois de février et 6000 unités pour le mois de mars. Donc, pour les charges fixes, elles sont constantes à 36 000 €, quelle que soit la quantité produite. Et les charges variables, ces charges varient en fonction de la quantité produite. Vous pouvez le voir augmenter à mesure que la production augmente. Et on a le coût total, c'est la somme des charges fixes et variables. Vous pouvez voir qu'à mesure de la production augmente, le coût total augmente également. Vous pouvez poser la question, comment on a ces charges? Pour les charges fixes,
dans ce cas-là c'est à 36 000 ou à 36 000 euros, ce sont les coûts ou bien les charges d'amortissement plus la composante fixe des autres charges dans l'exemple précédent, qui s'évalue à 6 000. Donc 6 000 plus 30 000 est égal à 36 000. Et pour les charges variables, c'est la somme des matières premières plus la somme plus la main-d'œuvre directe, ce sont des charges variables, plus la composante variable des charges mixtes qui est dans les autres charges. D'accord? Donc, c'est pour cela, maintenant, on a le coût total, c'est la somme des charges fixes plus la somme des charges variables. Maintenant, dans ces deux figures, ou bien deux représentations, on a le coût total, c'est Y1, qui est représenté par l'équation linéaire, c'est Y1 est égal à 9,5 fois X plus 36 000. Ici, X représente la quantité produite et 9,5 représente le coût variable unitaire. Le coût variable unitaire, c'est quoi? C'est la somme des charges variables divisée par le nombre des unités. C'est ça le coût variable unitaire. Et on a la constante 36 000 qui est le coût fixe. Elle ne change pas. Sur le graphique coût total, vous pouvez voir une ligne droite car les coûts totaux augmentent linéairement avec la quantité produite. Et on a dans le coût unitaire moyen, le coût unitaire Y2 est donné par l'équation de la branche hyperbole Y2 est égal à 9,5 plus 36 000 divisé par le nombre d'unités produites, bien le volume d'activité. Dans cette équation, le coût variable unitaire est 9,5 et le coût fixe total est 36 000. Sur le graphique coût moyen, vous pouvez voir que le coût moyen décroît à mesure que la production augmente. C'est parce que les charges fixes sont réparties sur un plus grand nombre d'unités, réduisant ainsi le coût moyen. En somme, ces informations vous montrent comment les coûts varient en fonction du niveau de production. Les charges fixes restent constantes, tandis que les charges variables augmentent linéairement avec la production, entraînant une augmentation linéaire du coût total. Cependant, le coût moyen par unité diminue à mesure que la production augmente en raison de la répartition du coût fixe sur un plus grand nombre d'unités. Passons maintenant à d'autres types de comportements du coût. C'est les coûts par palier ou bien les coûts échelonnés. Alors que de nombreux coûts se comportent comme des coûts variables, coûts fixes ou coûts mixtes, certains coûts ne correspondent pas parfaitement à ces modèles. Nous décrirons brièvement d'autres comportements du coût que vous pourriez rencontrer. Les coûts par palier ressemblent à des marches d'escalier. Ils sont fixes sur une petite plage d'activité, puis augmentent à un nouveau niveau fixe avec des changements modérément petits dans le volume. On a les hôtels, les restaurants, les hôpitaux et les établissements éducatifs connaissent généralement des coûts par escalier ou bien des coûts échelonnés.
Par exemple, les États exigent généralement que les garderies limitent le ratio soignant-enfant à 1 à 10 à 7, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un soignant pour 7 enfants. Une garderie qui accepte un huitième enfant doit supporter le coût d'employer un autre soignant. Le nouveau soignant peut s'occuper du huitième au 14e enfant inscrit à la garderie. Si la garderie accepte un 15e enfant, la direction embauchera à nouveau un autre soignant, ce qui coûtera encore plus de salaire. Donc, les coûts par palier ou bien les coûts échelonnés diffèrent du coût fixe uniquement en ce qu'ils montent à une nouvelle plage pertinente avec des changements relativement petits dans le volume. Les coûts fixes restent constants sur des plages de volume beaucoup plus larges. On peut montrer les coûts par palier ou bien les coûts échelonnés dans le diagramme ou bien dans la figure que vous voyez devant vous. Donc, les coûts échelonnés sont des coûts qui restent constants sur une certaine plage de volume d'activité, mais qui augmentent brusquement lorsque cette plage est dépassée. Cette augmentation est généralement due à la nécessité d'ajouter des ressources supplémentaires. Dans ce contexte, cela pourrait signifier d'embaucher des gardiens supplémentaires lorsque le nombre d'enfants atteint un certain seuil. Ces coûts sont caractérisés par leur stabilité sur une certaine plage d'activité et leur augmentation soudaine lorsque cette plage est dépassée. Chaque marche ou bien chaque palier du graphique représente un intervalle où les coûts demeurent constants. Malgré une augmentation du volume d'activité, cependant, dès que ce volume atteint une certaine limite, les coûts augmentent brusquement pour accueillir le changement de volume. Ce type de coût est fréquent dans les situations où des ressources supplémentaires sont nécessaires après avoir dépassé une certaine capacité. Donc le graphique aide à visualiser ces augmentations et à anticiper les besoins futurs en ressources en fonction de l'augmentation du volume d'activité. On passe maintenant au concept suivant, les coûts marginaux. Les coûts marginaux sont une mesure du coût additionnel engendré par la production ou la fourniture d'une unité supplémentaire d'un bien ou d'un service. Ils représentent le changement total du coût lorsque la production augmente d'une unité. Pour comprendre les coûts marginaux, il est utile de les mettre en relation avec les coûts totaux moyens et fixes. Le coût marginal est défini donc comme le changement dans le coût total qui résulte d'une unité supplémentaire produite ou vendue. Mathématiquement, on peut dire que le coût marginal égale changement dans le coût total divisé par le changement dans la quantité ou bien supplémentaire, ou bien la quantité d'une unité supplémentaire produite ou vendue. Et c'est le changement de le coût total et le changement dans la quantité produite ou vendue. Un exemple, supposons qu'une entreprise produise des chaussures et que le coût total de production soit de 2000 $ ou bien 2000 € pour la production de 100 paires de chaussures. Si l'entreprise décide de produire 101 paires de chaussures et que le coût total s'élève à 10 200 $ ou bien euros,
alors le coût marginal de 101 centième paire de chaussures serait de 200 euros, c'est-à-dire 10 200 moins 10 000 euros. Donc, le coût marginal est souvent comparé au coût moyen, qui est le coût total divisé par la quantité produite. Lorsque le coût marginal est inférieur au coût moyen, le coût moyen a tendance à diminuer. Et lorsque le coût marginal est supérieur au coût moyen, le coût moyen a tendance à augmenter. Dans notre exemple, imaginons que le coût total de production de 100 paires de chaussures soit de 10 000 euros, ce qui donne un coût moyen de 100 par paire. Et si le coût marginal de 101e paire est de 200, alors le coût moyen pour cette paire serait de 200 euros, ce qui est supérieur au coût moyen précédent de 100 euros. Donc les coûts marginaux sont essentiels dans la prise de décision en matière de production et de tarification. Les entreprises cherchent souvent à équilibrer leur production là où le coût marginal équivaut au prix de vente, maximisant ainsi leurs profits. C'est un concept fondamental en économie qui permet d'optimiser le choix de production et d'allocation des ressources. D'autres concepts à aborder dans le comportement du coût est la marge sur le coût variable. La marge sur le coût variable représente la disparité entre le chiffre d'affaires d'une entreprise et ses charges variables. Cette mesure permet d'évaluer la capacité de l'entreprise à compenser ses coûts fixes. Dans le cas où la marge sur coût variable est négative, cela signifie que l'entreprise vend ses produits à perte. Il est alors impératif de réexaminer la politique de prix de l'entreprise, ce qui constitue une problématique liée au prix. Si la marge sur coût variable est positive, mais demeure inférieure aux charges fixes, l'entreprise ne parvient pas à atteindre son seuil de rentabilité. On parle dans ce contexte d'un problème lié au volume. Et enfin, lorsque la marge couvre les frais fixes, l'entreprise est considérée comme rentable. Donc, la marge sur coût variable est un indicateur crucial dans l'analyse financière d'une entreprise. Elle se calcule en soustrayant les coûts variables totaux du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Donc, cette mesure permet de comprendre notamment les revenus générés par les ventes contribuant à couvrir à la fois les coûts variables et une partie du coût fixe. Maintenant, c'est la marge sur coût variable est négative. Donc, il y a une problématique de prix. Si la marge sur coût variable est négative, cela signifie que le coût variable associé à la production et à la vente des produits dépasse le chiffre d'affaires généré. En d'autres termes, l'entreprise opère à une perte brute. La solution recommandée dans ce cas est de revoir la politique de prix de l'entreprise. Cela pourrait impliquer une augmentation des prix de vente, la réduction du coût variable ou une combinaison des deux. Deuxième scénario, c'est la marge sur coût variable positive mais inférieure aux charges fixes, c'est-à-dire qu'il y a une problématique de vente, ou bien une problématique plutôt de volume. Si la marge sur coût variable est positive, mais insuffisante pour couvrir l'ensemble des charges fixes, l'entreprise ne parvient pas à atteindre son seuil de rentabilité. Cela signifie que même si elle réalise des bénéfices bruts,
elle n'est pas en mesure de couvrir tous ses coûts. La solution de ce problème implique généralement une augmentation du volume de vente, la réduction du coût fixe ou une combinaison des deux. L'objectif est d'atteindre à un niveau où la marge sur coût variable peut couvrir l'ensemble des charges fixes. Troisième scénario, la marge sur coût variable couvrant les frais fixes. On a dans situation de rentabilité. Donc, lorsque la marge sur coût variable est suffisante pour couvrir les charges fixes, l'entreprise atteint un seuil de rentabilité. Cela signifie que, au-delà du couvrement du coût variable, chaque unité supplémentaire vendue contribue directement au bénéfice net de l'entreprise. Dans cette situation, l'entreprise est rentable, mais elle peut toujours chercher des moyens d'optimiser sa marge sur ce coût variable, améliorant ainsi sa rentabilité globale. En résumé, l'analyse de la marge sur coût variable offre des indications précieuses sur la performance financière de l'entreprise et guide des décisions stratégiques pour améliorer la rentabilité. Passons maintenant à la deuxième section et comment les gestionnaires ou bien les managers déterminent-ils le comportement du coût. Dans la réalité, les gestionnaires doivent comprendre comment leurs coûts se comportent avant de pouvoir faire des prédictions et prendre de bonnes décisions commerciales. Donc, dans cette section, nous discutons des méthodes les plus courantes pour déterminer le comportement du coût. Commençons par la première méthode, la plus simple, est l'analyse des comptes. Lors de l'analyse des comptes, les gestionnaires font appel à leur jugement pour classer chaque compte du grand livre en tant que coût variable fixe ou mixte. Par exemple, en examinant les factures de leurs fournisseurs, les gestionnaires peuvent déterminer que les coûts liés aux matières premières varient proportionnellement à la production. Ces coûts sont donc classés comme coûts variables. De même, lorsqu'ils analysent les coûts liés au salaire des employés horaires, les gestionnaires peuvent constater que ces coûts restent relativement stables, indépendamment du niveau de production, et ces coûts seraient ainsi classés comme coûts fixes. Donc l'analyse des comptes permet d'illustrer le comportement du coût en fonction du changement d'activité. Par exemple, une entreprise de fabrication de produits électroniques, le coût du composant électronique peut être considéré comme variable, car il augmente ou diminue proportionnellement à la production. En revanche, le loyer de l'usine peut être considéré comme un coût fixe car il reste généralement constant indépendamment des fluctuations de la production. Deuxième méthode pour déterminer le comportement du coût, on utilise le diagramme de dispersion ou bien en anglais scatter plots. Donc, un diagramme de dispersion est un outil graphique qui illustre la relation entre deux variables sur un tel diagramme. Une variable est représentée sur l'axe des ordonnées Y et l'autre sur l'axe des abscisses X. Et on va voir dans le diapo suivant. Lorsqu'il s'agit de comprendre les coûts, en particulier les coûts mixtes, ces diagrammes peuvent être précieux. Un coût mixte comporte à la fois des éléments fixes et variables. Distinguer ces composantes peut être complexe sans une analyse approfondie. En traçant les données historiques du coût sur l'axe Y et le volume d'activité sur l'axe X,
on peut visualiser la relation entre ces deux variables. Si les points de données s'alignent de manière linéaire ou proche de la linéarité, cela indique une relation forte entre le coût et le volume d'activité. Si les points semblent dispersés sans motif apparent, cela suggère une faible ou aucune relation. L'importance de cette analyse réside dans la capacité à prévoir les coûts futurs. Si la relation entre le coût et le volume d'activité est faible, toute équation de coût basée sur ces données pourrait ne pas être très utile pour les prévisions. De plus, les diagrammes de dispersion permettent d'identifier les valeurs aberrantes ou points de données qui ne suivent pas le schéma général. Ces points peuvent être le résultat d'erreurs ou représenter des anomalies réelles. Et il est crucial de les examiner pour garantir la précision de l'analyse. Après avoir préparé et examiné le diagramme de dispersion, l'étape suivante consiste à déterminer le comportement du coût qui décrit le mieux les points de données historiques représentés. Il existe plusieurs méthodes pour estimer cette équation de coût, notamment la méthode du point haut bas et analyse de régression. L'analyse de régression utilise toutes les données historiques et théoriquement préférée car elle offre une perspective plus complète. Et comme vous voyez, c'est ça généralement le diagramme de dispersion, aussi appelé graphique de dispersion. Donc c'est une représentation graphique dans laquelle les valeurs individuelles d'un ensemble de données sont représentées par des points placés selon leurs coordonnées par rapport à deux variables généralement représentées sur l'axe des abscisses horizontales et l'axe des ordonnées ou bien l'axe vertical. L'utilisation dans le comportement du coût, dans ce cas-là, il est essentiel pour comprendre le comportement du coût et éventuellement pour estimer des fonctions de coût. Donc, dans ce cas-là, dans notre graphique, l'axe des abscisses représente le volume, c'est-à-dire le nombre, la quantité produite ou bien la quantité vendue. Et deuxième, c'est l'axe des ordonnées, qui indique le coût total. Donc, les points bleus dans le graphique représentent le coût volume pour une durée déterminée, c'est-à-dire le coût et le volume. Donc, à mesure que le nombre d'unités ou bien le volume augmente, le coût total semble également aussi augmenter dans ce cas-là. Cela indique une relation positive entre le nombre d'unités et le coût total. Donc, en conclusion, un diagramme de dispersion est un outil précieux pour visualiser et comprendre la relation entre deux variables, c'est-à-dire le variable ici, dans la quantité, et le coût général, ou bien le coût total. Donc, de ce cas-là, il permet d'observer comment le coût total évolue par rapport au nombre ou bien au nombre d'unités et peut aider à prendre des décisions concernant la gestion du coût ou aussi à la fixation des prix. On a d'autres méthodes pour déterminer le comportement du coût. C'est la méthode du point haut et point bas. La méthode du point haut et point bas est une technique simplifiée pour décomposer un coût mixte et ses composantes fixes et variables. Donc, il y a plusieurs étapes à suivre pour déterminer le comportement du coût à la base de cette méthode. L'étape 1, c'est trouver la pente de la ligne du coût mixte. On calcule la pente, elle représente le coût variable unitaire. Je parle du coût
variable unitaire. On calcule la différence de coût Y divisé par la différence de volume entre les points haut et bas. La deuxième étape, c'est de trouver le coût fixe. Une fois la pente déterminée, c'est V, le coût fixe peut être trouvé en insérant la valeur de la pente et les données le plus haut et le plus bas dans l'équation du coût mixte. Le coût fixe est l'endroit où la ligne coupe l'axe des ordonnées. Donc F est égal Y moins V, c'est la pente, fois le nombre de quantités, ou bien la volume. Et la troisième étape, c'est écrire l'équation du comportement du coût. Utiliser le coût variable unitaire trouvé à l'étape 1 et le coût fixe de l'étape 2 pour écrire l'équation représentant le comportement du coût. Cette équation est la ligne qui relaie les points sur le graphique. Donc Y, c'est le V fois X plus F. Le V, c'est le prix unitaire ou bien le coût unitaire variable, fois X, c'est-à-dire le nombre d'unités, le volume, plus F, c'est les coûts fixes. Il y a un inconvénient majeur de la méthode du point haut point et bas point et qu'elle n'utilise que deux points de données, le plus haut et le plus bas. Cela signifiait qu'elle pourrait ne pas bien représenter les données des autres mots. Une méthode plus précise, bien que complexe, est l'analyse aussi de régression, mais on ne peut pas le voir maintenant parce que c'est un peu compliqué. Et c'est ça la fin de ce cours, mais avant de le clôturer, il faut faire un peu quelques rappels sur les concepts clés de ce qu'on avait précédemment. Maintenant, je pose la question, comment déterminer si un coût total est variable, fixe ou mixte? Donc, on a les coûts variables totaux augmentent proportionnellement aux augmentations du volume. Donc, il y a une relation proportionnelle. Et les coûts fixes totaux restent constants sur une large gamme de volumes. Donc, les coûts fixes ne changent pas avec le changement du volume. Il y a les coûts mixtes totaux augmentent, mais pas de manière proportionnelle aux augmentations du volume, comme par exemple comme les coûts variables, parce que les coûts mixtes comprend deux parties, c'est des coûts variables qui changent proportionnellement avec le volume et les coûts fixes qui restent toujours du coût constant. Et deuxièmement, comment déterminer si un coût par unité est variable, fixe ou mixte? Donc, sur une base par unité, les coûts variables restent constants. Sur une base par unité aussi, les coûts fixes diminuent proportionnellement aux augmentations du volume, c'est-à-dire ils sont inversement proportionnels. Si les quantités ou bien le volume augmente, donc le coût par unité diminue. Et si le volume, la quantité diminue, le coût par unité évolue ou bien augmente. On a un troisième scénario, sur une base par unité, les coûts mixtes diminuent, mais pas de manière proportionnelle aux augmentations du volume parce qu'il comprend des charges variables et des charges fixes. Troisièmement, comment déterminer en regardant un graphique si un coût est variable, fixe ou mixte? Donc, les lignes du coût variable ont une pente ascendante et commencent à l'origine.
c'est-à-dire du 0. Et les lignes du coût fixe sont plates, sans pente, horizontales et qui croisent l'axe de Y à un niveau égal aux coûts fixes totaux. Et les lignes de coût mixtes ont une pente ascendante mais ne commencent pas à l'origine. Elles croisent l'axe des Y et un niveau égal à leur composante de coût. Maintenant, pour déterminer à quel point l'équation de coût du point extrême s'ajuste aux données. Premièrement, tracer les données, tous les données. Deuxièmement, dessiner une ligne à travers les points des données associés au volume le plus élevé et le plus bas, les points le plus bas. Et troisième étape, de vérifier visuellement le graphique résultant pour voir si la ligne est représentative des autres points des données tracées. Et c'est ça la fin de notre cours. Donc, merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne chance. Merci à vous.